Salut à tous. On va commencer. Alors, Johan, est-ce que tu nous entends? Est-ce que nous, on t'entend pas? Yes. Hop. Le temps que je repartage l'écran, ça m'a tout coupé. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Yes. Top. Super. Eh ben, on va y aller. Eh ben, bonjour à tous. Merci de rejoindre cette session où je vais parler essentiellement de télétravail. J'ai l'impression que c'est un sujet un peu à la mode en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans le chat pendant que je fais une petite intro, expliquer d'où vient ce talk et de quoi je vais parler plus exactement, à me dire quel type de profil vous avez, est-ce que vous êtes développeur, PM, manager, etc., histoire que je vous connaisse un petit peu mieux, vu que je vais commencer par parler un petit peu de moi. Je vais commencer par vous raconter un peu mon histoire et comment j'en suis arrivé à faire ce talk. À la base, je suis développeur. J'ai grandi dans la région de Grenoble et j'aime beaucoup partager avec les autres au quotidien et dans mon boulot. Et ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai voulu tenter un changement de rôle, de poste dans ma carrière, passer vers un métier de développeur advocate. Le souci, c'est que ce type de poste, il y en a très peu d'ouverts et la plupart qui sont ouverts, ils sont disponibles en général que à Paris. Le souci, c'est que quand on habite à 15 minutes d'une vue comme celle que vous voyez là, qui est la vue depuis les Sept-Lots, c'est difficile de se contraindre à quitter Grenoble pour aller à Paris, et c'est ce qui m'a amené en finale à accepter un poste en télétravail, où je suis entièrement en full remote. Bien qu'à la base, je sois quelqu'un qui préfère largement les interactions en personne, notamment pour les conférences, mais bon, on fait maintenant avec son temps. Alors, pourquoi ce talk? J'avais envie de partager un peu de mon expérience, de ce que j'ai appris, de ce qui marche ou ce qui marche pas, vu que ça va faire maintenant quasiment 2 ans que je suis passé en mode full remote, full télétravail. Et personnellement, comme je trouve ça assez difficile de faire un talk qui parle de soft skills ou d'organisation, pour moi qui suis plutôt orienté tech, j'ai voulu raccrocher ce talk à des concepts qui me parlent un peu plus, qui sont des concepts tech, et plus faciles pour moi à expliquer et à aborder. Et j'ai trouvé aussi que cet angle d'approche permettait de faire des parallèles intéressants. Maintenant, c'est vous qui serez juge à la fin, et puis vous me direz si ça colle et si vous avez aimé. Donc, je m'appelle Johan, je travaille en tant que Cloud Developer Advocate chez Microsoft. Et la partie intéressante, c'est que voilà une idée de mon équipe. Je travaille dans une équipe qui est distribuée mondialement. On est à peu près un peu plus de 150 personnes aujourd'hui. Et les points que vous voyez, c'est déjà des regroupements parce qu'en vrai, on est encore plus éclaté que ça. Donc, on se retrouve à peu près sur tous les continents. Et vous imaginez bien que ça pose des challenges un peu au quotidien. Donc ce talk, je vais l'aborder d'un angle technique. Vous verrez, ça pourra faire aussi une première introduction au système distribué, puisqu'on n'avait pas forcément l'habitude. Ça va être surtout une manière pour moi de partager un retour d'expérience. Et ce que j'aimerais que vous en retiriez, c'est des idées pour construire ou améliorer votre propre modèle de fonctionnement dans votre équipe au quotidien ou dans votre entreprise. En tirer peut-être quelques idées ou une approche pour essayer de voir comment résoudre vos problèmes, si vous en avez. Donc l'agenda, ça va se découper surtout sur une façon, je vais me focaliser sur différentes grandes catégories de problèmes qu'on peut avoir dans des systèmes distribués, et notamment dans des équipes qui sont distribuées aussi géographiquement, voir comment justement on gère un passage à l'échelle quand on doit grandir et comment on va faire en sorte que toutes les informations, on garde un certain niveau de fiabilité, un certain niveau de contrôle sur ce qui se passe finalement quand on est complètement full remote. Alors, je vous l'ai dit brièvement en introduction, je vais aborder ça sous un angle technique, donc il va falloir faire un petit exercice de mapping. Je ferai des pauses de temps en temps et n'hésitez pas à me dire des fois s'il y a des questions ou des trucs qui sont pas hyper clairs. Quand je vais parler de données, faudra traduire ça essentiellement par de l'information qui doit circuler. Quand je vais parler de services, ça va correspondre grosso modo à une équipe. Donc le mapping, l'exercice normalement devrait être assez direct et on reviendra dessus de toute façon. Donc, on va commencer par le premier problème qui est celui de la distribution géographique. Donc, quand on a une répartition d'un système qui est dans l'espace, une répartition des plusieurs services qui sont répartis un peu partout, le premier problème qui va se poser, c'est le problème de latence. Quand on va vouloir aller récupérer de la donnée, il va y avoir une latence déjà pour aller transmettre la requête et on va pas recevoir la donnée immédiatement, il va y avoir un certain temps avant qu'elle puisse arriver. De ce premier problème de latence,
va découler souvent des problèmes de synchronisation, à savoir si je veux mettre à jour la donnée dans mon service A, si le service A doit quelque part aller repousser cette donnée-là un peu plus loin sur un autre service, un service B qui est un peu plus loin, il va y avoir un temps où le temps que la donnée va transiter de A à B sera pas complètement synchro avec A. Et le troisième problème qui va découler de ce petit temps nécessaire à la synchronisation, c'est qu'on peut se retrouver dans un moment où on a des soucis de cohérence. Si on demande une même information à un service A et un service B d'un autre côté, on peut retrouver des réponses qui sont pas cohérentes l'une avec les autres parce que la synchronisation n'est pas encore faite, parce qu'on a des soucis de latence. Donc ça reste un peu vague pour l'instant. Quel type de solution on pourrait essayer d'apporter sur ce genre de problème? Alors pour ce qui est des problèmes de latence, qui servent aussi à diffuser de l'information à plus grande échelle, on a un truc qu'on connaît bien en informatique dans les systèmes, c'est de mettre des caches. Et notamment, lorsqu'on a des problèmes de latence liés à de la distribution géographique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des CDN, des Content Delivery Network. L'idée, c'est de poser des caches, d'aller recopier la donnée pour la positionner au plus proche de là où on en a besoin. Typiquement, par exemple, quand vous regardez une vidéo YouTube, vous n'allez pas la télécharger directement depuis les serveurs de Google qui sont à l'autre bout de la planète, mais logiquement, il va y avoir un serveur qui aura un cache de cette vidéo qui sera en France ou quelque part beaucoup plus proche pour diminuer justement la latence et faire en sorte que ça aille plus vite. Donc, c'est un peu ce système-là. On a une autre approche pour essayer de diminuer les problèmes de latence, c'est de faire de l'agrégation. Par agrégation, j'entends que lorsqu'on doit récupérer de la donnée dans plusieurs services qui sont répartis un peu partout, plutôt que d'aller faire 50 allers-retours et à chaque fois se taper les temps de latence pour un premier service, pour un deuxième, pour un troisième, on va essayer de limiter les allers-retours et justement grouper les requêtes et les réponses pour recevoir tout d'un coup. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps, mais le fait qu'on n'ait qu'une seule requête, fait qu'on va se taper la latence en une seule fois. Donc ça peut être aussi une façon de résoudre le problème. Pour résoudre le problème de cohérence de données, des données qui sont pas forcément cohérentes ou qui peuvent être disjointes, alors là, ça vient peut-être un peu en contradiction, ça peut sembler en contradiction avec le fait d'avoir des systèmes distribués, mais un des meilleurs remèdes, c'est d'avoir un point central pour toutes ces données-là, pour être sûr qu'il y a finalement qu'une seule source de vérité sur laquelle, lorsqu'on va faire des modifications, on est sûr que il y aura pas de problème de synchro derrière, parce que de toute façon, on va tout regrouper dans un point central. Pourquoi j'ai sauté la partie synchronisation? J'y reviens tout de suite. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de synchronisation de système qui permet d'avoir une synchronisation parfaite lorsqu'on est dans un système distribué. Par contre, on a quelque chose qui permet de s'en approcher dans le sens où si on a besoin de faire des modifications ou une suite de modifications et d'avoir une certaine garantie pour que cette donnée-là, elle soit bien traitée correctement et bien répliquée comme on l'attendrait dans tous nos systèmes, c'est de faire une transaction. Une transaction, c'est quoi? C'est de se dire que lorsque je veux aller modifier une donnée, faire un certain nombre de modifications dans une série de données, on bloque tout le monde qui voudrait éventuellement faire des modifications ou accéder en lecture à ces données-là. On va s'assurer que toutes les opérations soient bien faites et qu'on ait les retours que tout le monde ait bien eu l'info. Et après, on va débloquer et laisser les autres pouvoir éventuellement accéder ou remodifier les données. C'est ce qui se passe notamment quand vous faites une transaction avec votre carte bleue. Vous aimeriez bien que déjà ce soit débité qu'une fois, et la banque aimerait bien aussi avoir la garantie que ce soit débité. Donc il y a un certain système qui fait que même s'il y a plusieurs transactions qui sont en cours, en fait on les empile les unes derrière les autres pour éviter les collisions possibles ou les conflits. Comment ça va se traduire tout ça maintenant quand on passe du monde, je viens de parler de système distribué, comment on traduit ça finalement dans notre monde à nous bien humain? Alors vous avez peut-être commencé à avoir déjà des idées dans mon discours. Je vais aborder un peu les outils qu'on peut avoir sous forme de deux approches. D'abord, quel type de personne, quel type de rôle peut nous aider à faire ce mapping-là, et quel type d'outils on peut avoir justement pour correspondre un peu à solutionner ces problèmes-là. Donc pour ce qui est des CDN ou des caches, en termes de personnes, la meilleure personne, alors chez nous ça s'appelle un PM, Programme Manager, mais ça peut avoir différents noms. Ça peut être aussi le rôle d'un Scrum Master quand on est à l'intérieur d'une équipe. Mais pour nous, un PM, c'est une personne qui est pas attachée forcément à une seule équipe, c'est une personne qui est transverse et qui va aider justement les équipes à communiquer entre elles. Ça va être une personne justement à laquelle, quand on sait pas, quand on a un problème et qu'on sait que ça va éventuellement se trouver dans quelle équipe, ou même qu'on ne sait pas dans quelle équipe il faut rejoindre pour essayer d'avoir une info ou résoudre un problème, on va passer par le PM qui va nous mettre en relation avec les bonnes personnes, voire qui va aller chercher l'information pour nous et nous la ramener.
En termes de cash, si on parle plutôt de côté RH et moins de côté développement, ça va être le manager qui va finalement être notre cash local pour tout ce qui est problème RH et avec qui on va essayer de discuter justement s'il y a quelque chose qui se passe mal ou si on a des problèmes. En termes d'outils, lorsqu'on veut diffuser de l'info à grande échelle, un truc très pratique et que j'ai pu découvrir dans mon ancienne boîte avant de rejoindre Microsoft et qui est aussi mis en place dans Microsoft, c'est d'avoir ce principe de all hands. Un all hands, c'est quoi? C'est en fait une réunion un peu géante où tous les mois, on a toute l'entreprise. On a le top management qui vient nous faire un petit briefing en 10 minutes, un quart d'heure, des derniers updates, éventuellement des derniers recrutements, des derniers changements d'organisation, enfin voilà, les dernières mises à jour qui peuvent être intéressantes pour tout le monde à savoir et où n'importe qui peut éventuellement se proposer pour repartager quelque chose. Alors ça peut être un retour d'expérience, ça peut être un nouvel outil mis en place, ça peut être présenter une fonctionnalité qui a été livrée dans une application, un produit qu'on développe. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir un espace où on peut vraiment retransmettre l'info à toute la société. Voire ou alors à plus petite échelle. Par exemple, nous on a des all-hands pour toute la société, mais aussi juste par organisation pour pouvoir avoir des sujets un peu plus focus aussi des fois si on a besoin. Lorsqu'on a besoin d'informations et sans vouloir toujours aller embêter des personnes pour aller la chercher, c'est là où ça devient important, surtout quand on est en remote, de pouvoir enregistrer lorsqu'on fait des meetings. Je reviendrai un peu plus en détail sur les meetings après, mais voilà, avoir un moment où on peut aller chercher cette info-là, voir si on veut ne pas se taper justement des enregistrements de meetings de partout, si on veut chercher une info et qu'on sait pas exactement où est-ce qu'elle se trouve. Ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir des comptes rendus, surtout quand on sait qu'il y a des sujets qui sont discutés ou des décisions qui vont être prises, d'avoir un petit compte rendu, ça peut être quelques bullet points justement pour résumer qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé d'important dans un meeting, et ça peut permettre de gagner beaucoup de temps là-dessus. Derrière, en termes d'agrégation, ça va être à peu près les mêmes personnes qui peuvent aller faire ce rôle d'aller chercher la donnée et l'agréger pour vous. Selon le besoin, ça peut être justement les PM, ça peut être votre team lead, ça peut être le manager, selon le type d'information dont vous avez besoin. En termes d'outils, c'est surtout de la bonne pratique sur tout ce qui est communication asynchrone, mais je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent notamment le site nohello.com. Alors ça, c'est plutôt comme une genre de netiquette de comment on communique par chat asynchrone pour ceux qui utilisent des outils comme Slack, Teams ou autres, justement des systèmes de chat. L'idée, c'est quoi? J'ai beaucoup de collègues qui ont notamment ce site-là mis dans leur signature de statut à chaque fois pour éviter qu'on les embête. C'est d'éviter, lorsqu'on a besoin de discuter avec des gens, d'aller les voir et leur dire « Salut, comment ça va ?» et d'attendre qu'ils nous répondent pour donner la suite. Pourquoi? Parce que finalement, on casse le principe de la discussion asynchrone et on va se passer en mode synchrone si, à l'inverse, on vient nous poser une question, on va aller voir, on voit qu'on n'a pas de contexte, on est obligé d'attendre, de perdre son temps pour éventuellement faire une réponse. Alors que finalement, si simplement dans le message, on met tout en une fois, on dit bon salut, ça va, j'ai tel souci sur telle partie de l'application, est-ce que tu peux m'aider parce que je comprends pas bien le truc. Quand on va voir le message, on a le contexte, on peut préparer la réponse et la donner directement. Ça évite de faire des allers-retours et de se rajouter de la latence à chaque fois. Et c'est un peu aussi le même contexte dans les emails. Souvent, surtout parce qu'on peut être dans des équipes où il y a beaucoup d'emails, toujours mettre, ça coûte rien, rajouter une petite ligne de contexte, d'expliquer si on a un problème, si on demande de l'aide à des gens ou pour n'importe quoi, de rajouter un petit contexte, une ligne pour dire tiens, je parle de tel projet ou je suis telle personne qui travaille dans tel projet, j'ai un souci sur ça, est-ce qu'on peut m'aider? Toujours remettre les choses dans leur contexte. Ça coûte rien, c'est pareil, ça évite de se taper des allers-retours d'email pour la personne qui veut éventuellement vous aider pour dire en fait finalement j'ai pas bien compris, t'as ce problème-là, mais tu bosses sur quoi exactement ou quoi? Toujours rappeler un petit contexte. Ça permet toujours de gagner du temps. Pour parler de centralisation, j'ai mis une croix dans la partie personne parce qu'il faut absolument éviter d'avoir une personne qui centralise les choses. En système distribué, ça s'appelle un single point of failure. Ça veut dire que si jamais il y a un problème, on fait tout sauter parce qu'il y a un point qui est au milieu qui est essentiel et ce maillon-là, s'il saute, il y a tout qui se casse la gueule. C'est pour ça que plutôt que de parler de personne, il faut absolument avoir un outil qui permette de centraliser l'info et ça de manière écrite. Alors ça peut être, moi j'aime beaucoup tous les outils qui permettent d'avoir des bases de connaissances, ça peut être des types wiki, Confluence ou autres que vous pouvez mettre en place. Si en plus c'est partagé dans votre équipe, c'est déjà bien. Si en plus c'est partagé avec toutes les équipes de votre entreprise, c'est encore mieux. Ça permet à d'autres équipes de, s'ils veulent chercher une info plutôt que d'aller pinguer les personnes, ils peuvent déjà directement aller voir dans les docs liés à la base de connaissances de l'équipe si déjà elle trouve pas l'info dont elle a besoin. Ça passe pour tout ce qui est organisation du travail et de savoir ce sur quoi on bosse et comment on s'organise pour pas se marcher dessus. Ça passe par mettre en place un backlog. Ça peut être un Jira. Et quand je parle de backlog, c'est pas forcément dire
dire juste je travaille sur telle fonctionnalité, mais ça peut être vraiment toutes les tâches qu'on peut être amené à faire au quotidien. Ça peut être écrire de la doc, ça peut être justement planifier des meetings, ça peut être aller chercher de l'information. Vraiment, ce qui est très pratique, c'est qu'à distance, on a du mal à savoir finalement ce que les gens font. Ce qu'on voit plutôt, c'est toujours le résultat. Donc avoir un backlog qui permet de tracer les tâches finalement sur lesquelles on a besoin de passer du temps, ça peut être utile aussi déjà pour sa propre organisation, mais pour aider aussi les autres à comprendre comment vous fonctionnez. Dernière chose, pour ce qui est des transactions, on n'y coupe pas. C'est quand on a vraiment besoin de se synchroniser avec plusieurs personnes à la fois, la seule solution qu'on a, on n'a pas trouvé mieux, c'est les meetings. Alors les meetings, c'est sûr que c'est pas forcément toujours l'idéal. Déjà parce que il va falloir synchroniser. Je vais revenir dessus parce qu'il y a pas mal de problèmes qui peuvent découler de ça. L'idée, c'est que surtout quand on est en mode à distance, on va vouloir essayer de s'en passer le plus possible. C'est sûr. Il y a toujours des moments où on a besoin de faire des synchros et j'en ai régulièrement, au moins une fois par semaine avec mon équipe. Pour tout le reste, toujours essayer de privilégier le mode asynchrone. Ce qui découle aussi un peu de tout ça. Alors là, j'ai commencé à faire un premier parallèle entre ce qui est des systèmes distribués et des humains. Le seul truc, c'est que déjà, nous, on n'est pas des machines. Le premier problème qui va découler qu'on est humain, qu'on n'a pas forcément avec un serveur, c'est qu'un serveur tourne 24 heures sur 24, alors que nous, au mieux, on est efficace 8 heures par jour. Au mieux, hein. Et derrière ça, surtout si on est en mode distribué, on peut avoir des problèmes qui sont autres que les serveurs pareils n'ont pas. C'est qu'on a des soucis de time zone, c'est qu'on n'est pas toujours disponible tous en même temps. Surtout qu'en mode télétravail, on peut aussi s'organiser de manière un peu différente, chacun sur son emploi du temps. Donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément les 8 heures d'un bloc tout le temps, tous en même temps. Quand vous travaillez dans une équipe internationale, comme c'est un peu mon cas, ce genre de site web, everytimezone.com, va vite devenir indispensable lorsque vous voulez essayer justement de planifier des meetings, essayer de se synchroniser un peu en mode équipe. Alors, ce qui découle, et je pense que tout le monde a pu le constater pour ceux qui ont déjà un peu testé le télétravail et ceux qui y sont encore, c'est que tout ce qui est vraiment communication asynchrone, c'est difficile, ça prend du temps et ça demande de la préparation, notamment pour qu'un meeting soit efficace. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que le mieux, c'est que déjà, il soit préparé à l'avance. Comme une transaction, on doit avoir une liste des choses dont on va traiter. Un ordre du jour, c'est toujours efficace. Ça permet de préparer le meeting et d'éviter souvent les dérives. Et ça permet aussi plus facilement, souvent, d'en écrire le compte-rendu parce qu'en face de chaque point, on peut en mettre la décision qui a été prise et éventuellement, les choses importantes dont on a discuté. Donc voilà, en premier lieu, toujours essayer malgré tout de se passer le meeting si on peut. Je reviendrai un peu dessus, mais privilégier tout ce qui est mode asynchrone, le chat, l'email, même si c'est pas forcément le plus agréable, c'est souvent ce qui permet d'être plus efficace. Derrière, on va parler maintenant un petit peu de passage à l'échelle. Déjà, s'il y en a qui ont des soucis, qui ont des questions ou qui ont du mal un petit peu à suivre, n'hésitez pas à le dire dans le chat ou à poser des questions. Je jette un petit coup d'œil de temps en temps. Comment on passe à l'échelle quand on est en mode complètement distribué? Donc quelques problèmes déjà qu'on peut avoir. On peut avoir des problèmes de surcharge. Si on a un serveur qui d'un coup se prend des milliers de requêtes et puis qui n'était pas prévu pour, et d'un coup, poum, ça se casse la gueule. Si on commence à avoir des services distribués un peu partout et qu'on n'a pas fait gaffe, on peut avoir justement des services qui font circuler de la donnée à droite à gauche. On peut vite s'y paumer et entre les problèmes de latence, de synchronisation, de cohérence, ça peut vite devenir un bazar et avoir un truc qui fonctionne plus du tout à la clé. Quelques solutions possibles pour résoudre ces problèmes. Vous avez peut-être déjà entendu parler de solutions de scaling vertical versus horizontal. Vertical, c'est j'ai un serveur, je veux qu'il puisse absorber plus de charge, je lui mets un processeur plus puissant, je lui mets plus de RAM, je lui mets plus de disques durs ou des disques durs plus rapides. À l'inverse, si je fais du scaling horizontal, c'est plutôt que de faire grossir mon serveur, j'en mets un deuxième qui est à l'identique, voire 3, voire 4, et je fais en sorte de répartir le trafic sur ces différents serveurs pour absorber la charge. Ce qui découle souvent de ça, quand on vise à faire notamment du scaling horizontal, c'est ce principe d'architecture où on a tendance à éclater nos anciennes architectures monolithiques pour aller vers un système de microservices où l'idée c'est de pas avoir une grosse application, on a tout qui est fait sur un seul et même serveur où on a tous nos services qui tournent dessus. Ce qui rend la chose beaucoup plus difficile si on veut faire du scaling horizontal, c'est plutôt découper ça en plus petits services pour qu'on soit beaucoup plus indépendant et que par exemple si je sais pas, ce serait le service qui est dédié à la facturation qui serait mon bloc vert on va dire ici qui a besoin de monter en charge et pas forcément les autres, je peux dupliquer que celui-là et faire du scaling horizontal que sur ce service là.
Et bon, le truc assez drôle entre guillemets, c'est que les microservices ont aussi été faits. C'est aussi pour résoudre des problèmes de scaling d'équipe. Finalement, c'est que au bout d'un moment, si on commence à être trop à travailler sur une seule équipe, on a tendance à vouloir découper ça, découper notre application et découper les responsabilités pour avoir des petits services distincts pour pouvoir aussi éclater les équipes qui sont responsables de chacun de ces services-là. Donc là, pour le coup, on a presque un mapping direct. Quand on parle de problèmes de scalabilité pour ce qui est de la donnée, lorsqu'on a trop de données et que, je sais pas, ça tient plus sur une seule base de données, qu'est-ce qu'on fait? On va faire du partitionnement. Le concept, c'est quoi? C'est de se dire, plutôt que de tout stocker au même endroit, enfin qu'on stocke dans différents endroits. Et là, la problématique, ça va être de déterminer sur quels critères on va partitionner ces données. Est-ce qu'on va grouper toutes les données qui sont liées à un seul utilisateur pour les mettre au même endroit? Est-ce qu'on va grouper les données par type? Par exemple, on va mettre toutes les images dans une base, toutes les données textuelles dans une autre, etc. Est-ce qu'on va grouper par position géographique? Voilà, il y a plusieurs stratégies. Et ce qui est important, c'est que selon le type de partitionnement qu'on va faire, ça va impacter pas mal justement la façon dont on va les récupérer et l'efficacité avec laquelle on va pouvoir travailler avec ces données. Pour ce qui est d'essayer de réduire tous les problèmes de communication lorsqu'on a plein de petits services qui sont éparpillés un peu partout, la première chose à faire déjà, c'est d'essayer de découpler au maximum. Et pour ça, on va essayer de limiter finalement les besoins de services de s'imbriquer entre eux, d'aller se récupérer, d'échanger des données entre eux. Pour ça, ça passe par le fait de rendre chaque service le plus autonome possible. Quand on fait du microservice, une des bonnes pratiques, c'est chaque service a sa propre base de données. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller passer par un autre service pour aller récupérer des infos. Comme ça, on n'a pas de problème de déploiement ou de mise à jour. Chaque service doit être le plus autonome possible pour être le plus efficace dans son coin et pour limiter les échanges du coup de service à service. Un autre point, lorsqu'on veut réduire ou lorsqu'on veut traiter des problèmes de communication, là c'est plutôt l'inverse. C'est lorsque j'ai une quantité de données énorme et que j'aimerais bien en extraire une info utile de cette donnée-là, et que là on est plutôt dans des problèmes de type big data, du genre j'ai beaucoup de données, comment j'en extrais de l'information. Alors pour ça, on a un algorithme qui s'appelle MapReduce qui est beaucoup utilisé, qui fonctionne en deux étapes. La première, c'est de dire j'ai beaucoup de données dans un coin. Je vais d'abord la traiter pour transformer cette donnée brute en données un peu plus structurées que je vais pouvoir utiliser. Une fois que j'ai mes données structurées, je vais aller la traiter, je vais aller l'agréger pour en extraire une information utile dont j'aurai besoin à la sortie. Alors comment on traduit tout ça dans le monde humain? Alors on a plusieurs approches, certaines sont plus évidentes que d'autres. Pour ce qui est du passage à l'échelle, si on veut faire du scaling vertical, ça va passer par du recrutement, plus de gens. Si on veut faire du scaling horizontal, c'est créer des nouvelles équipes. Si on veut passer en mode plus microservice et gagner un peu plus de vitesse, un peu plus d'autonomie derrière, ça va être se dire on va vouloir faire des petites équipes. Et la question qui va être très importante, ça va être comment finalement on va découper nos équipes et quels objectifs, quel va être le partitionnement qu'on va attribuer, quelle va être la spécialité qu'on va attribuer à chaque équipe. Pour la petite anecdote, quand j'ai rejoint l'équipe Advocacy chez Microsoft, au tout début, notre système de partitionnement, c'était chaque équipe est regroupée par région. Donc moi, j'étais sur la région qui regroupe la France et les pays alentours. Alors j'avais des collègues en France, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, enfin voilà, pas trop loin. Et 6 mois plus tard, finalement, toute l'organisation a été revue. On est passé plutôt par une spécialisation par compétences. Ce qui fait que plutôt que d'avoir des collègues qui sont proches, donc avec qui c'est un peu plus facile d'échanger parce qu'on est dans les mêmes fuseaux horaires, etc., mais avec lequel on n'a finalement pas tellement de recoupement sur le travail qu'on fait parce que on utilise des technos différentes, on est sur des sujets complètement différents, finalement, on se remet à travailler regrouper tout le monde par même sujet, et tant pis pour la position géographique. Donc maintenant, je suis passé dans une équipe qui est spécialisée sur tout ce qui est JavaScript. Par contre, j'ai des collègues vraiment partout dans le monde. Voilà, j'avais un manager en Australie, aux États-Unis, j'ai des collègues en Israël, au Brésil, enfin voilà. Du coup, on a changé la spécialité, donc ça change aussi la façon dont on travaille, forcément. Par contre, du coup, forcément, on a plus d'affinité sur les technos, sur les sujets sur lesquels on travaille. Du coup, c'est plus facile de collaborer. Et le pendant de ça, technique, c'est de bien définir les objectifs qu'on donne à chaque équipe pour savoir dans quelle direction on veut emmener aussi cette équipe-là.
Pour ce qui est d'essayer de découpler au maximum les équipes, alors de la même façon, déjà avoir des PM pour aider à la communication entre équipes, ça aide énormément, et ça passe aussi par essayer de rendre chaque équipe le plus autonome possible, pour faire en sorte de limiter les allers-retours, pour faire en sorte qu'il y ait des décisions qui puissent être prises sans avoir besoin d'attendre une validation à chaque fois de la hiérarchie plus haut. Plus on donne d'autonomie, plus on rend chaque équipe capable d'avancer plus rapidement dans son coin. Alors il y a d'autres travers à ça, mais voilà, le fait de donner plus d'autonomie, ça le fait aussi limiter les échanges et ça augmente derrière un petit peu la vélocité de l'équipe. Pour ce qui est de faire du MapReduce, alors la personne qui fait ça en général tout le temps et qui doit bien connaître le process, même si même s'il n'était pas forcément au courant de l'algorithme, c'est votre manager. Tout simplement parce que quand on est dans un modèle un peu hiérarchique, justement, on agrège les infos des personnes de son équipe, on remonte à son manager N+1, N+2, etc. Et chaque manager va faire finalement une opération de MapReduce de toutes les infos pour ça. Qu'est-ce qu'on a en termes d'outils lorsqu'on est dans une entreprise Microsoft, plus de 150 000 personnes par exemple pour mon cas, comment on arrive à faire remonter de l'info de manière pertinente de tout en bas jusque tout en haut. Alors il y a des modèles qui fonctionnent très bien et que moi j'aime beaucoup, notamment celui du Ask Me Anything, où justement de manière, c'est un peu l'opposé du All Hands, où l'idée c'est d'avoir du dialogue, où tous les mois on a la possibilité, n'importe qui a la possibilité de poser une question au top management. J'ai la possibilité de poser des questions à Satya Nadella, qui est notre PDG, s'il faut. Je crois on en a un tous les mois. On peut poser des questions à l'avance. Il y a un temps aussi pour les questions live. Voilà, on a plusieurs formats pour ça. Pouvoir aussi justement remonter ça passe par garder justement des traces des comptes rendus de ces meetings là aussi, pour les gens qui n'ont pas pu être là à l'instant T, pouvoir garder la trace de ces réponses là. Et un truc aussi que je trouve vraiment essentiel pour repartager de la connaissance lorsqu'on veut partager à grande échelle du retour d'expérience et qu'on a beaucoup d'équipes qui travaillent et que les équipes sont peut-être assez cloisonnées, ne serait-ce parce qu'on travaille de manière distante, c'est d'avoir des emails de débrief, de post-mortem, dès qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'assez important. Par exemple, ça peut être un événement, ça peut être un lancement de produit, un lancement de fonctionnalité, ou même un truc qui s'est mal passé, je sais pas, une application qui a craché, pour expliquer comment ça s'est passé, comment ça a été résolu et d'où le problème venait, d'envoyer justement ces emails, les partager avec toute votre équipe, voire toute la boîte, si ça peut être pertinent, pour que justement tout le monde puisse profiter de ces retours d'expérience là à grande échelle, et que c'est quelque chose de vraiment enrichissant quand on commence à jeter le nez là-dedans. On aborde le troisième sujet, comment on fait en sorte que tout ça marche bien et qu'on arrive à avancer tous ensemble dans la bonne direction, surtout quand on s'est jamais vu vraiment de visu, enfin en tout cas en personne. Alors quelques problèmes. Pour revenir sur les systèmes distribués, c'est qu'on aimerait bien que tout fonctionne toujours, d'avoir de la haute dispo, que tout fonctionne et que même si y a un service qui se casse la gueule à un instant T, que l'application continue de fonctionner, que le système soit pas perturbé, qu'on soit capable de prendre le relais. On aimerait être capable d'éviter de perdre des données. S'il y a un service, encore une fois, qui tombe, je sais pas, il était en train de traiter de la donnée, on aimerait bien que cette donnée-là disparaisse pas. Je sais pas si c'était un utilisateur qui est en train de s'enregistrer, on aimerait bien ne pas perdre le compte de l'utilisateur ou des choses comme ça. Voilà, faire en sorte de pas perdre d'informations derrière. Et dernière chose, pour être sûr que tout va bien, il faut pouvoir le regarder, il faut avoir un système de monitoring. Là, on est plus dans le domaine des ops, mais voilà, essayer d'avoir justement une vision. Est-ce qu'on est sur la bonne route? Est-ce que notre système fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Quels sont ces problèmes pour pouvoir éventuellement les traiter? Donc, quelques solutions possibles à ces différentes difficultés. Pour ce qui est du problème de la haute dispo, de faire en sorte qu'on continue toujours de fonctionner. Quelque chose qui marche aussi pour la montée en charge, c'est lorsqu'on a des services qui sont dupliqués, c'est de faire du load balancing quand on veut répartir la charge, notamment si on a fait de la scalabilité horizontale derrière. On va utiliser ce qu'on appelle un load balancer qui va répartir le trafic entre nos différentes instances, pour être sûr qu'il n'y en ait pas une qui se retrouve plus chargée que l'autre. Ce qui est important aussi, c'est de prévoir le coup où si on a une instance qui tombe, si on a un service d'un coup qui se met à tomber, d'en être notifié pour pouvoir rediriger le trafic vers l'autre instance, celle qui continue de fonctionner. Ce qui est important derrière, c'est de planifier cette stratégie-là, de que faire en cas de problème à l'avance, et pas d'être toujours en mode réactif, mais plutôt d'être en mode proactif là-dessus. Il y a un concept qui est beaucoup utilisé aujourd'hui, on parle beaucoup de chaos engineering, si ça parle à des gens.
L'idée derrière quoi, c'est qu'on a des ops qui s'amusent en permanence à faire tomber aléatoirement des services, voire aller dans les data centers et débrancher des câbles réseau pour vérifier que le système est résilient et continue de fonctionner, même quand on force des pannes aléatoirement comme ça tous les jours. Pourquoi cette approche-là? Parce que déjà on est dans un mode de panne mais contrôlé, ça veut dire que si jamais on se rend compte que le problème est vraiment important et que notre système tient pas, donc déjà on sait qu'on a mis le doigt sur un problème, mais on sait aussi que il suffit par exemple de rebrancher le câble réseau parce que c'est nous qui l'avons débranché. Et ça permet que le jour où si on n'avait pas prévu le coup et je sais pas, quelqu'un met un coup de ciseau dans un câble, on avait pu l'anticiper, on avait peut-être pu voir ce problème-là pour éviter que ça pose un problème dans notre système. Donc c'est vraiment important, c'est de le planifier en fait à l'avance, toutes ces stratégies de quoi faire finalement en cas de problème. Pour ce qui est de la perte de données, alors celle-là, elle est plutôt facile, c'est que si on a des données qui sont stockées et qu'on veut éviter de les perdre, par exemple si on a une base de données qui tombe, c'est de la dupliquer, de faire un backup. Je vais pas aller plus loin, pour le coup, celle-là, beaucoup de gens en ont déjà entendu parler. Si on parle de données qu'on veut pas perdre, qu'on veut traiter, par exemple, en mode écriture, on a ce concept de file d'attente, qui est en fait une structure de stockage intermédiaire qui va nous fournir une garantie de remise. C'est-à-dire que la donnée, plutôt que de l'envoyer au service, et si le service tombe, la donnée est perdue, on va la stocker d'abord dans cette file d'attente, et cette donnée-là va y rester tant que le service va pas redire à la file d'attente, c'est bon, j'ai traité la donnée, elle a été stockée dans une base de données, je l'ai transformée, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est bon, on peut passer à la suivante. Donc voilà, il y a vraiment cette histoire de garantie de remise. Lorsque on perd de la donnée, je sais pas, on a demandé une donnée à un service et puis on a le paquet réseau s'est perdu, ça arrive fréquemment. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement on réessaye, on retente un peu plus tard, on retente éventuellement par un autre canal de communication si jamais ça marche pas, on retente. Il n'y a pas vraiment de solution magique là-dessus. Si on passe au sujet du monitoring, le premier truc en général qu'on essaye de mettre en place pour avoir déjà un retour minimal sur son système et être capable de réagir en cas de besoin, c'est de mettre en place des health checks. C'est quoi? C'est un endroit centralisé où finalement tous nos services vont aller renvoyer de l'information de manière régulière pour dire tout va bien. De mon côté, je t'envoie une info, je te dis c'est tout bon, t'as pas à t'inquiéter. Comme ça, si jamais on reçoit pas d'infos d'un service à un instant T, c'est peut-être que lui il a un problème et là faudrait peut-être commencer à s'en inquiéter. Après, quand on parle de monitoring un peu plus poussé, ça va se passer souvent en 3 étapes. La première chose, ça va être de décider d'aller récupérer de la donnée, d'aller faire des mesures. Donc déjà, faut donner une stratégie, savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer, quel type de données on veut aller récupérer sur nos différents services. On va aller stocker ces données-là pour pouvoir derrière aller en extraire des métriques qui vont permettre de déterminer justement comment notre système fonctionne, et on va essayer d'aller chercher à vouloir afficher sur notre système de monitoring des métriques qui vont être pertinentes pour essayer d'évaluer si notre système fonctionne bien ou pas bien. Est-ce que les métriques, ça peut être, je sais pas, la charge processeur, ça peut être le nombre d'erreurs par seconde de notre service, ou le taux d'erreur des requêtes sur 5 minutes. Et par exemple, si le taux d'erreur dépasse 30%, on peut peut-être se poser une question, c'est peut-être qu'il y a un truc qui colle pas dans notre service. Ce qui est super important dans tout système de monitoring, et alors là vous pourrez demander peut-être à des ops qui vous en parleront mieux que moi, c'est d'être complètement transparent sur ce qu'on mesure, sur comment on le mesure, sur les métriques, comment elles sont calculées, et sur les alertes aussi qu'on doit recevoir. L'idée c'est que tout le monde doit pouvoir accéder à ces données-là et à la regarder. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit caché dans un coin. Le but c'est que ce soit le plus transparent possible et que tout le monde puisse avoir ce tableau-là en face des yeux pour en être conscient, si on veut que ça serve à quelque chose et que ce soit efficace. Derrière, comment on traduit ça au monde humain? Alors là, on a pas mal de choses. De manière générale, pour tout ce qui est problème de justement faire face à des problèmes potentiels, je sais pas, tout simplement une personne qui se casse la jambe au ski parce que ça va peut-être bientôt être la saison. Alors c'est toujours de manière générale, la bonne pratique, c'est de partager au maximum les informations entre ses collègues et de la partager aussi, en garder une trace par écrit. Pour pas que justement si notre collègue il lui arrive quoi que ce soit du jour au lendemain, on soit complètement coincé, qu'on sache pas sur quoi il travaillait, qu'on sache pas où est-ce qu'il en était et qu'est-ce qu'il faut faire s'il faut que quelqu'un prenne le relais. Donc déjà c'est important d'échanger avec ses collègues au quotidien pour qu'ils soient au courant de ce que vous faites. C'est important de toujours encore une fois d'écrire des docs et de pouvoir les partager. Si on est dans une équipe de dev, de faire du pair programming, même à distance, c'est peut-être pas forcément aussi facile qu'avant, mais mettre une caméra et puis aller faire naviguer du code à plusieurs, ça permet aussi toujours de travailler, de répartir de la connaissance. Donc c'est vraiment important. Et
Surtout aussi, alors je repars sur cette histoire de base de connaissances. J'en ai eu une dans ma précédente équipe de dev, j'en ai une encore aujourd'hui. C'est super important justement, même si des fois j'ai eu un commentaire là, je voyais des gens qui disent que les wikis sont pas forcément pratiques. Tout dépend comment on les organise. Si déjà on a un wiki par équipe et qu'on l'organise de manière justement, par exemple dans l'équipe technique où j'étais, c'était tous les problèmes architecturaux qu'on a pu avoir, toutes les décisions qu'on a prises, on les documentait par une page justement dans notre base de connaissances. Comme ça, si n'importe quelle équipe arrive plus tard ou si la personne quitte l'entreprise, on sait pourquoi telle décision architecturale a été prise, quel problème on essayait de résoudre et pourquoi on a choisi cette solution-là. Donc, essayez toujours de garder un peu cette trace-là et de pouvoir la partager justement avec les autres équipes. Un truc que j'aime beaucoup faire et que j'aime bien aussi quand mes collègues le font, plutôt que quand ils partent en vacances, qu'on reçoive un mail le vendredi soir à 17h pour dire, au fait, je pars pour 3 semaines, tu pourras traiter, être mon backup. C'est d'avoir en fait ce système d'email pour dire, tiens, voilà, je te passe un peu le témoin, où on envoie à toute l'équipe. Pour dire ok, en ce moment je travaille sur tel sujet-là, il y a éventuellement besoin de discuter avec ces personnes-là pour continuer la suite, éventuellement j'ai tel problème où il faudrait faire ça pendant que je suis pas là, est-ce que tu peux t'en occuper? Et on l'envoie aussi à toute l'équipe pour que toute l'équipe soit au courant en cas de souci, et on passe le témoin avant, on prépare son passage de témoin avant qu'on soit absent. Bon, bien sûr, si on se casse une jambe, on n'a pas forcément besoin on n'est pas forcément au courant, c'est plus compliqué de le prévoir, mais quand on peut le prévoir, c'est toujours bien de le faire. Pour ce qui est des files d'attente, le meilleur outil qu'on a pour ça, c'est le backlog. Je l'ai un peu dit au début. Si on veut justement que quelque chose soit fait, le mieux c'est de le tracer, d'avoir que ce soit n'importe quel type de tâche, qu'elle soit technique ou que ce soit une tâche n'importe laquelle au quotidien dont on peut avoir besoin de faire, la tracer dans le backlog. Ça permet déjà de se faire un rappel. Ça peut être sa propre to-do list aussi qui peut aller dans un backlog commun. C'est comme ça qu'on fonctionne notamment dans notre équipe. Chacun se fait ses petites tâches et ça permet de voir aussi sur quoi les gens travaillent et éventuellement s'il y a lieu d'avoir des collaborations ou si on voit qu'il y a des sujets qu'on pourrait peut-être prendre en commun. Donc voilà. Moi, personnellement, en étant remote, j'aime bien avoir ma to-do list perso. Je sais aussi que j'ai pas mal de collègues qui font ça. Alors, qu'il faut essayer d'éviter, c'est de non plus trop multiplier les outils. On va dire ma to-do list me sert plus au quotidien pour planifier ma journée de manière personnelle, mais le backlog pour toutes les grandes tâches qui ont lieu à l'équipe et sur lesquelles je veux avancer. Derrière, surtout en mode lorsqu'on est à distance et qu'on ne sait pas forcément dans quel état sont nos collègues, s'ils travaillent, s'ils sont fatigués, si ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas dormi comme moi parce que j'ai un petit de 2 ans qui a du mal à faire ses nuits en ce moment. C'est bien de se dire si on a une information qui est critique qu'on veut récupérer, si on n'a pas la réponse, de retenter de faire un petit follow-up de 3 jours après si c'était vraiment important, de dire tiens, je t'avais demandé ça, est-ce que tu as bien reçu l'email, est-ce que tu peux m'aider, éventuellement tenter un différent channel s'il n'a pas répondu par mail, le pinguer par chat. Notamment, je sais que j'ai certains de mes collègues, je sais pas forcément comment ils se débrouillent, mais quand ils partent 2 semaines de congé, quand ils reviennent, ils ont 4000 emails. Et donc j'ai eu beaucoup le cas où j'ai des collègues qui ont déclaré un peu banqueroute et qui disent bon de toute façon je passe tout à la poubelle. Et je pars du principe que s'il y avait quelque chose d'important, de toute façon j'en entendrai parler par la suite, on reviendra vers moi dans tous les cas. Donc si je mets à la poubelle et que j'en entends jamais parler, c'est que finalement c'était pas si important que ça. Donc voilà, pas hésiter à retenter si jamais on n'a pas une info. C'est peut-être pas que votre collègue vous snob ou quoi que ce soit, c'est peut-être juste qu'il l'a pas vu passer. Ça peut arriver, ça arrive un peu trop facilement même quand on est en mode à distance. Truc très important à mettre en place au sein de votre équipe si on veut que tout le monde garde un petit peu mode de fonctionnement sain, c'est justement ce principe de health check là. Alors ça va être le rôle principal du manager, mais aussi de votre collègue, de s'assurer justement au quotidien de discuter, de garder un peu ce côté humain. On en a besoin de discuter un peu entre nous, de savoir si tout va bien. En termes d'outils, un truc qu'on a dans notre équipe qui marche, je trouve vraiment bien personnellement, c'est ce concept de status report où toutes les semaines, on envoie un petit mail rapide en bullet point pour dire les 3 sujets sur lesquels on a travaillé principalement la semaine dernière, les 3 sujets sur lesquels on compte travailler principalement cette semaine, si on est bloqué, si on a des points qui nous posent problème et où on a besoin d'aide. Pas hésiter des fois à pinguer ses collègues, juste des fois même pas forcément pour parler boulot, mais pour prendre un petit peu des nouvelles de tout le monde. Si on veut faire ça de manière un peu plus standardisée à grande échelle, typiquement j'en reçois peut-être un peu trop, mais on peut avoir des sondages qui pourront essayer de savoir justement si est-ce que les outils fonctionnent bien dans votre entreprise, est-ce que vous avez toujours bien faire en sorte aussi que les sondages soient anonymes si on veut des réponses honnêtes.
Ça sert à rien de toute façon si on veut des réponses honnêtes, faut pas demander aux gens de mettre leur nom dessus. Surtout par exemple si on fait des sondages pour le management pour dire est-ce que tiens votre manager vous trouvez qui vous aide bien, est-ce qu'au contraire il vous met plutôt des bâtons dans les roues au quotidien. Voilà, si on veut des réponses honnêtes, il faut faire ça de manière anonyme, mais on peut faire des sondages sur un peu tout et n'importe quoi, sur l'outillage, sur comment vous sentez au quotidien, est-ce que les outils vont bien, est-ce que le fonctionnement de l'équipe vont bien. Voilà, ça permet justement de prendre un petit peu la température et d'avoir de l'info pertinente. Il y a un indicateur qui est tout simple, je sais pas si vous connaissez l'ENPS, l'Employee Net Promoter Score. C'est poser tout simplement une question de manière régulière, c'est est-ce que vous recommanderiez à l'une de vos connaissances de venir travailler avec vous dans votre équipe ou dans votre entreprise. Et simplement sur la base des réponses qu'on reçoit, on peut calculer un score et traquer ce score dans le temps et savoir que si le score est pas bon, c'est peut-être qu'il y a des choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer le quotidien de vos équipes. Pour ce qui est du monitoring derrière, qui est un gros sujet, en général, ça va être plutôt tout ce qui est équipe leadership, le top management qui va s'en charger. Ça passe par beaucoup différents outils. Un qui est beaucoup utilisé, vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler des OKR, Objective and Key Results. Si je veux traduire ça, c'est de se dire, de manière générale pour l'entreprise, quel est l'objectif que je veux atteindre et comment je mesure que j'ai atteint cet objectif-là. Ça passe par la définition de Key Results. C'est quoi? C'est des résultats qui sont chiffrés et quantifiables de manière objective. C'est-à-dire si par exemple je dis que je me mets un OKR, un objectif qui est que cette session-là vous ait plu et qu'elle ait pu vous être utile, en qui résulte, je pourrais dire par exemple que dans le rôti que Amrou veut partager, j'ai plus de 50% de réponses positives. C'est une manière objective de vérifier le résultat. Donc voilà, c'est un vaste sujet, je vais pas forcément m'attarder plus là-dessus. Ce qui est pas mal, c'est de faire en sorte de travailler en mode transparence, surtout quand on est en mode à distance, que vous ayez des objectifs d'équipe, que vous ayez des objectifs à l'entreprise, de partager ces objectifs-là entre les équipes, qu'on soit bien au courant de finalement qu'est-ce que telle équipe essaye de faire. Ça permet souvent aussi d'essayer de comprendre pourquoi des fois elle veut pas intégrer telle fonctionnalité dans son sprint parce que en fait ils ont une priorité haute sur un autre objectif qui est pas le même que nous forcément. Donc des fois ça permet aussi de comprendre finalement et de mieux travailler, de mieux collaborer. Mais vraiment ce qui est important c'est de le faire en toute transparence. Et notamment, j'avais vu dans certaines boîtes ce que je considérais de mauvaise pratique, c'est si on a des objectifs chiffrés, de jamais les mettre sur des personnes ou quoi que ce soit, genre de faire des tableaux de classement, type telle personne a livré 50 fonctionnalités ce mois-ci, etc. et de faire un classement. Ça sert à rien, ça vous aide pas à atteindre vos objectifs et ça distord un peu la façon dont on fonctionne parce que vous mettez une espèce de compétition malsaine dans vos équipes. Toujours avoir des objectifs qui est finalement un résultat de manière globale, un résultat d'équipe, une fonctionnalité livrée ou je sais pas que votre serveur il ait pas plus de 5% de temps de downtime ou des choses comme ça, des choses qu'on peut mesurer de manière objective et qui sont pas reliées à une personne. Parce que ce qui compte finalement c'est le résultat d'une équipe. Alors je pourrais parler très longuement de tout ce qui est système distribué et autres, notamment un problème qu'on a quand on est à distance, c'est pas que les 3 points que j'ai abordés, il y en a beaucoup d'autres. Le premier point qui peut être aussi, c'est tout ce qui est problème de sécurité, notamment comment on sécurise tous ces échanges de données-là, qui est un point aussi important. Donc c'est d'autres sujets éventuellement pour d'autres pistes derrière. Ce que j'aimerais terminer, c'est que ma présentation, c'est par dire qu'on est on reste humain après tout. Même si je fais une comparaison avec des systèmes, des architectures logicielles, ça peut nous aider des fois à trouver des solutions pragmatiques, de faire ce parallèle. Il faut quand même pas perdre de vue quelque chose d'essentiel, c'est quand on est dans ce monde un peu distant, où on a tendance finalement à plus exister qu'à travers que ce qu'on produit, parce que finalement c'est que ce qui ressort du résultat de notre travail. On voit pas l'effort des fois qui est mis derrière pour arriver à ce résultat-là. On a besoin aussi d'autres choses qui sont plus que juste des outils et autre chose. On a besoin de positifs au quotidien, de mettre en place justement aussi des outils pour ça. Par exemple, je parlais tout à l'heure du statut qu'on envoie chaque semaine. Il y a 2 questions super importantes qu'on partage aussi, en plus de ce sur quoi on travaille et si on a des problèmes. C'est est-ce qu'on a eu quelque chose de fun qui nous est passé cette semaine? Et c'est souvent comme ça que j'ai pu avoir eu l'occasion d'entamer plein de discussions et de connaître un peu mieux mes collègues. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il y a quelque chose au contraire qui va pas chez vous et que vous voulez peut-être repartager? C'est important de partager les succès. Quand on a des succès d'équipe, dans mon ancienne boîte, on avait ce principe de woot-woot, c'est que dès qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité livrée ou un gros problème qui avait été résolu, en général, c'était les managers qui prenaient le relais et qui envoyaient un email à toute la boîte pour dire woot-woot, merci à machin, telle équipe qu'on travaillait sur tel sujet, ça nous a permis d'améliorer etc.
Enfin voilà, de partager tout ce qui est positif. Et c'est pas parce qu'aussi on est à distance qu'on peut pas faire des activités de team building ensemble. Ça peut être des jeux, ça peut être de la cuisine ensemble. Moi, je fais régulièrement, notamment dans mon équipe, on a mis en place un système de café virtuel où on fait des cafés à distance au moins une fois par semaine. Enfin voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu, vous aura peut-être donné des idées. Vous pouvez retrouver les slides au lien que j'ai mis là. Et merci aussi de donner votre retour d'expérience là sur l'Euroti qui est un peu plus bas. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup de temps pour les questions, sinon on peut se retrouver après sur une table pour en discuter. S'il y a des gens qui veulent discuter, je resterai, je me mettrai à une table. Donc voilà. Merci pour votre retour. Et puis c'est pareil, si des fois il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard, n'hésitez pas à me demander un peu plus tard sur Twitter. Il n'y a pas de problème. Merci, Evan. Donc, je vais couper la présentation. Ouais.